matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Aldo Serone. Bonjour Aldo Serone. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être sur Tocsin Média. Merci beaucoup Aldo Serone. Je rappelle que vous êtes ingénieur de formation, youtubeur désormais bien connu avec votre chaîne Aldo Serone et Aldo Serone Aviation. Il y en a d'autres d'ailleurs, hein. Mais on va rester sur les premières, les historiques, on va dire. Et puis auteur de maintenant de nombreux ouvrages. Je rappelle d'ailleurs, avant d'aller sur le sujet du jour, qui est l'escrologie, comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale, hein. C'est le livre que vous allez nous présenter aujourd'hui, que vous étiez venu chez nous présenter votre livre sur la Lune, hein. On n'a jamais marché sur la Lune, votre livre Aldo Serone, qui, on vous avait reçu, je crois, le 17 octobre pour une vidéo sur le sujet. Et il se trouve que depuis, vous avez été encensé, on peut le dire, hein, par de nombreux journaux, comme Le Parisien, par exemple, qui était choqué par votre livre. On a lu le best-seller complotiste et on a peine à croire qu'on puisse y croire. Voilà ce qu'ils disent. Ils sont horrifiés dans leur article du fait que vous soyez parmi les meilleures ventes d'Amazon, parce qu'il faut quand même le signaler. Meilleure vente dans la sous-catégorie grands enjeux, dit Le Parisien. Le livre complotiste d'Aldo Serone est même passé quelques semaines en tête des ventes de la catégorie astronomie devant Thomas Pesquet. Vous êtes passé devant Thomas Pesquet. Aldo Serone, c'est incroyable quand même, ce succès finalement, ce succès de lecture, qui est qu'en plus, on sait que les livres, en général, et l'édition se portent plutôt mal. Comment vous l'interprétez ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que je sens, c'est qu'il y a une soif de vérité. La preuve, c'est que pratiquement chacun de mes livres, dès que je les publie, pratiquement dans la semaine, ils passent en top de leur catégorie, parce que il y a une véritable soif. Moi, je suis pas là pour bousculer les rêves des uns et des autres, mais je pense qu'il va falloir sortir de notre nuage créé par les médias mainstream en particulier, en racontant beaucoup de mensonges sur pratiquement tout. Et puis revenir sur Terre, revenir sur la réalité, parce que seule la réalité nous permettra de reconnecter avec la civilisation, littéralement, hein. Moi, j'habite au Royaume-Uni, on est en train de nous enfoncer. On est plus pauvre aujourd'hui que certains États américains considérés comme extrêmement pauvres. Oui. Tout ça à cause de la déconnexion avec la réalité. Dans cette recherche de la réalité, c'est un autre livre, mais c'est l'occasion de le citer également, Covidisme, climat et wokisme, les nouvelles religions. Un livre d'ailleurs qui a été recommandé par de nombreux podcasteurs. Vous avez une anecdote très drôle où vous dites: mais moi je demande qu'une chose, c'est de croire ce que me donne comme élément le gouvernement. J'ai juste cité quelques éléments, c'est très drôle et ça nous permet d'aller dans ce sujet de l'escrologie après. Vous rencontrez une journaliste en fait et qui vous dit: mais moi je connais, enfin qui vous regarde d'une manière très sceptique parce qu'évidemment vous n'êtes pas fréquentable, et qui vous dit: mais moi je connais quelqu'un qui était en bonne santé, qui est mort du Covid, la preuve que le Covid était grave et sérieux. Et vous répondez: aidez-moi s'il vous plaît, contrairement à ce qu'on a pu vous dire sur moi, mais je suis pas conspirationniste, je ne cherche pas à casser le narratif, au contraire je veux y croire, je suis sincère de tout mon cœur, je veux croire, aidez-moi, je vous demande un seul service, dites-moi des choses auxquelles je peux croire. Ni mon cœur ni ma tête n'acceptent ce qui se raconte autour de moi, mais allons nous asseoir, je pose mon siège à 2 mètres de vous et dites-moi des choses que je peux croire. Et vous dites: bon, j'aurais espéré qu'elle saute sur cette perche si généreusement tendue, mais pas du tout. Elle n'a pas voulu vous donner d'éléments à croire. Et donc, c'est ça, vous demandez tout simplement à croire. Aldo Serone. Oui, voilà. Moi, je veux juste croire. Je suis pas là juste pour démentir, pour le plaisir de démentir. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, trop de mensonges tue le mensonge. Il faut aussi regarder mon historique. Je viens d'où, moi? Moi, si j'étais le gars qui croyait, je serais devenu islamiste aujourd'hui. Je serais barbu, j'aurais rasé mon crâne. Pourquoi? On aurait l'impression que j'ai la tête à l'envers. Oui, parce que j'ai grandi dans une société où on tentait de me nourrir d'un narratif islamiste à la base. C'est mon historique, c'est de là d'où je viens. Donc, j'ai utilisé un certain nombre d'outils intellectuels. Je me suis à l'époque évadé ou échappé dans la lecture, dans la recherche par moi-même. Et grâce à ça, j'ai pu rester en dehors de ce discours de violence et de haine dans lequel beaucoup de mes pairs, beaucoup de gens de ma génération sont tombés. Donc, les outils intellectuels finalement que j'utilise pour casser le narratif sur certains sujets en Occident
sont des outils que j'ai déjà utilisés pour autre chose. Mais les gens, ce que je trouve terrible, c'est que les gens, quand je casse le narratif de djihadiste, par exemple, eh bien, ils me félicitent, ils me disent, oui, Aldo, c'est génial. Maintenant, quand je casse un mensonge d'État ou un mensonge d'industrie ou un mensonge de banque, là, il y a des gens qui se braquent. Pourtant, Oui. attention, moi, j'ai utilisé exactement les mêmes outils intellectuels. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je fais. D'accord. Et d'ailleurs, vous me disiez, Aldostérone, que ce livre, notamment sur la Lune, vous a valu pas mal de difficultés, voire des mises en danger. Oui, il faut le dire, j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des insultes, surtout quand les médias ont commencé à en parler de manière assez large. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tellement confortables dans le mensonge et ça les gêne, ça les dérange, au point ils peuvent devenir agressifs, ils peuvent devenir très méchants Hmm. sur un sujet qui finalement, moi quand j'ai écrit l'histoire d'Apollo, je me suis dit, bon, ça date des années 60, il y a plus de... Il y a D'enjeux. plus d'émotions, il y a plus d'enjeux, il y a plus d'émotions, il y a plus rien, on peut en parler, voilà. C'est loin, c'est de la vieille histoire, ça. Hmm. Je m'attendais pas à une telle émotion. Mais quelque part, je reconnais exactement la réaction de certains islamistes à l'époque où je cassais leur narratif. Ils Hmm. réagissaient de la même manière. Forcément, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas un discours qu'ils ont l'habitude d'entendre, mais souvent, ils reviennent. Des fois, ils reviennent des mois, des années plus tard. J'ai été même remercié par des islamistes. Ils me disaient, j'étais radical, j'étais sur le point de commettre des choses irréparables. J'ai écouté tes vidéos, je t'ai détesté au début, je t'ai haï. Mais j'ai commencé à chercher par moi-même et puis peu à peu, j'ai réalisé que tu avais levé un lièvre très intéressant, tu avais dit des choses qui avaient de la valeur, qui avaient des réalités. On m'avait menti, on m'avait brainwashed, on m'avait Hmm. lavé le cerveau. Hmm. Voilà, moi, ce que j'essaye de faire, mais je sais que souvent, ça se fait dans la douleur. Je sais que c'est pas quelque chose de simple. Je comprends pour quelqu'un qui vit dans le mensonge que ce soit pas facile au départ, la première fois. C'est ça que vous avez dit à la journaliste à qui vous avez tendu la perche. Ça s'est terminé comment cette affaire? Parce que on voit que elle a dû vous prendre pour un fou, hein. Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux y croire. J'ai senti un mur, j'ai senti qu'il y avait un mur entre nous parce que elle me disait, mais il faut croire, si on croit rien, comment on peut Oui. vivre si on croit rien? Et voilà, malheureusement, vous pouvez pas dire ça, mais vous pouvez pas Hmm. dire que l'État a de la corruption et puis qu'il peut jouer contre nous. Oui, ça existe, mais c'est pas la norme, c'est très Hmm. rare, c'est, voilà. Bon, en tout cas, on voit bien donc que tout ça, justement, ce sont des formes de religion. Il faut avoir la foi pour y croire et c'est pas argument rationaliste contre argument rationaliste. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre Les Nouvelles Religions. Et nous, on va s'attaquer à une des religions, c'est l'escrologie, comme vous l'appelez. Comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale. C'est votre dernier livre. Alors pourquoi c'est marrant parce que vous avez travaillé sur les trois sujets, Covidisme, climat, wokisme d'ailleurs. Et puis, pourquoi pas aussi, je sais pas comment l'appeler, lunarisme. Enfin voilà. En tout cas, toutes ces théories de la victoire américaine, tout ce soft power américain. Et là, vous refaites un livre particulièrement sur l'escrologie. Pourquoi particulièrement sur l'escrologie? Est-ce que c'est parce que ça vous a ouvert des portes et vous avez eu l'occasion de découvrir certaines choses et vous avez dit ça mérite un livre en soi? Oui, absolument, absolument, Clémence. C'est-à-dire que en faisant mon livre, ce qui était plus un pamphlet personnel avec beaucoup d'images, avec beaucoup d'anticipation quand on regarde les nouvelles religions. Mais là, j'avais envie d'un livre plus factuel. J'avais envie d'un livre où je vais fouiller, où je vais aller plus dans le détail de ce que j'appelle l'écologie politique. On se rappelle en réalité, c'est une sorte de clin d'œil à l'islam politique, hein. C'est-à-dire que voilà, l'islamisme est venu d'une politisation de l'islam, d'une religion, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et donc là, on a l'écologie. Alors l'écologie politique, c'est une doctrine qui est extrêmement destructrice aujourd'hui. Je parlais il y a quelques jours à une éducatrice en Suisse, et elle m'a dit qu'il y a énormément de jeunes Oui, qui ont des angoisses climatiques aujourd'hui, oui, qui ont peur, ils ont peur que la Terre va se chauffer, puis qu'ils oui. vont mourir, tout ça, alors qu'ils vivent en Suisse, hein. Je dois dire que les températures... Voilà, moi j'ai vu qu'en Afrique, on a eu des 49 degrés et personne qui avait des angoisses à ce Mmh, sujet-là. mmh. Voilà. Donc il y a une véritable destruction qui est en train d'être opérée Ça, sur c'est le votre mental des gens. introduction, finalement. Vous dites peut-être la première chose qu'on peut reprocher à cette arnaque écologique, c'est d'arriver à un tel niveau d'angoisse pour les jeunes que certains pensent à leur fin de vie et d'autres, en tout cas, refusent d'avoir des enfants.
Absolument, et c'est ça qui est terrible, parce on peut tout pardonner, on peut pardonner les milliards, on peut pardonner l'argent qu'ils prennent finalement, les Oui, problèmes oui, oui. financiers, Ou pas, en oui. rebond ou pas, mais on Oui. rebondit. Les histoires financières, les vaudevilles financiers, il y en a tout le temps. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond. Il y a effectivement énormément de jeunes qui veulent pas fonder de famille, qui se Mm. projettent pas dans le futur, qui sont dans une sorte de dépression civilisationnelle, mais qui vivent au niveau personnel Mm. vraiment. Ils voient pas le futur. Et quand on a les jeunes générations qui cessent de se projeter dans le futur, on est foutu, on est fini comme nation. Et Mm. c'est un livre d'espoir quelque part. C'est un livre aussi pour réveiller ces jeunes et leur dire, écoutez, voilà, prenez-le de quelqu'un qui commence à avoir les cheveux gris. On n'est pas à un mensonge près. On nous a menti depuis toujours. Et puis, il y a des mensonges encore dans le futur. Il va falloir aujourd'hui que vous reconnectiez avec la réalité. Et je Mm. donne beaucoup d'éléments très factuels, très vérifiables. N'importe qui peut dire dans le livre, Aldo, c'est pas possible, je t'aime bien, mais là, ça ne rentre pas dans la tête. Ben, ce que je fais, c'est pas une thèse de doctorat, donc je passe pas mon temps à donner des liens et des liens et des liens. Je fais pas ça, mais je donne des dates, des noms, des Oui, lieux. on va y aller N'importe d'ailleurs. qui peut, Oui. voilà, n'importe qui peut s'arrêter, chercher avec son moteur de recherche, et puis c'est bien le diable si au bout de 20 minutes, il trouve pas de quoi je parle. Oui. Voilà. Bah allons justement dans le vif du sujet et dans ce scandale, parce que c'est avant tout un scandale financier, vous l'expliquez, hein, avec des malversations et des intérêts directs. Alors, peut-être, vous pouvez, je ne sais pas par quel scandale vous voulez commencer, le scandale du RHI, du cash pour les cendres en Irlande du Nord, peut-être, vous pouvez nous raconter? Oui, alors cette histoire de cash pour descendre est complètement incroyable. Là, je vous la raconte et j'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que je vais me réveiller. Oui, oui. En fait, nous sommes en Irlande et puis l'État décide d'atteindre ses objectifs climatiques rapidement et dans ce cas, il décide d'aider les entreprises à utiliser du bois parce qu'il considère que brûler du bois est bon pour le climat. Donc, on va subventionner, parce que attention, le mot subvention est consubstantiel à l'escrologie. Dès qu'on parle d'escrologie, c'est de l'argent des contribuables qui est en train de changer de poche. Alors, l'État, pour atteindre ses objectifs et bien encourager les entreprises, va donner des subventions, mais alors attention, qui sont supérieures au coût du bois brûlé. Donc, on pouvait acheter des tonnes de bois, les brûler et aller obtenir des subventions supérieures à ce qu'on a dépensé pour acheter le bois. Donc, Oui. on pouvait faire des bénéfices. Oui. Et donc, pendant de nombreuses années, on avait des chaudières, des brûleurs qui tournaient dans des hangars vides. Non, mais c'est Donc, dingue. voilà, des terrains vagues. Il y a des gens, ils ont pris un terrain vague, ils ont mis des brûleurs, ils ont commencé à brûler pour le climat. Donc, c'était on brûlait des tonnes de bois pour le climat. En plus, ils n'ont pas. Alors, ça a commencé aussi à avoir un petit côté politique, hein, parce que certains politiciens donnaient le tuyau à leurs financiers ou autres, Oui. en disant écoute, tu sais ce que tu fais, va, achète-toi des brûleurs, et puis tu fais un dossier Brûle, de tu subvention. récupères les Brûle, subventions. Ouais. et puis nous on va par derrière approuver. On a brûlé pour un demi-milliard de livres sterling de bois. Dans le vide, hein, je rappelle, Dans pour le rien. vide. Ouais. Pour rien, c'est même pas pour chauffer, C'est c'était dingue. juste dans le Au vide. nom de l'écologie. Au nom de l'écologie. Et alors, n'importe qui peut vérifier cela. Ça semble incroyable la première fois qu'on l'entend, mais c'est complètement officiel. Il y a eu des enquêtes, tout ça. La sonnette d'alarme a été tirée depuis Londres. Et en plus, ils ont fait une erreur. Ça signifie que d'habitude, quand on fait une subvention, on crée une enveloppe de subvention. Ça signifie on a tant d'argent. Oui. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Là, c'était illimité parce Oui. qu'ils voulaient atteindre l'objectif carbone. Voilà. Et pendant ce temps, honnêtement, on a aujourd'hui au Royaume-Uni des vieux, on est là en décembre, on a des vieux qui le matin sortent de chez eux, restent toute la journée dans le bus avec leur abonnement de bus pour avoir de la chaleur parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer chez eux, parce que le chauffage est devenu trop cher. Donc voilà où on en est. On est en train de priver des gens de l'essentiel, du vital même, pour justement payer des subventions et enrichir certains. Mais attendez, racontez la fin de l'histoire, parce que vous dites tout de même, donc, dans cette histoire du charbon brûlé à vide, vous dites donc qu'il y a quand même des fonctionnaires qui ont fait remonter les anomalies en disant il y a quand même des choses qui se passent qui ne sont pas tout à fait normales, mais la hiérarchie leur a demandé de se taire. Et vous dites plus de 98% des dossiers étaient approuvés. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de fonctionnaires de bonne foi qui se disent mais à quoi on joue là? Il y a des trucs bizarres. Et qu'est-ce qu'ils font? Instinctivement, ils vont remonter. Mais ça me rappelle un petit peu comme certains de chez Enron aux États-Unis, la grande faillite. Eh bien, ils remontaient des malversations financières vers leur direction, mais les malversations financières venaient même du bureau de la direction. Donc, Ouais, c'est dingue.
on leur disait de se taire. Et finalement, 98% des dossiers, ça signifie n'importe quoi, étaient approuvés. Des chèques, il y a un fermier, il a obtenu pour 1 million de livres à lui tout seul de subvention. 1 million lui a signé un chèque Mm. sans même regarder dans le détail à quoi ça sert, pourquoi et tout. Mm. Et puis bon, Arlène Foster, celle qui supervisait donc la chose, a dit par la suite qu'elle est vraiment désolée, mais elle a signé les textes de loi sans regarder. Elle les a même pas lus. Voilà, moi je suis désolé, j'ai juste signé. Bon, elle a été plus tard promue, elle a obtenu un titre et aujourd'hui elle gère un office de promotion économique au Royaume-Uni. Donc c'est toujours les mêmes, hein, ils sont indéboulonnables. Oui, oui. Ils causent. Ah bah c'est comme en France, hein, on a là le gars qui est à la tête du Conseil constitutionnel. Mm. Ah, il a des casseroles derrière lui. Mais ces gens, ils semblent survivre. Ils semblent survivre de manière très miraculeuse. Oui, ils sont toujours replacés à des postes Vous- d'ambassadeurs au Conseil de l'Europe ou autre. Oui, Mm. absolument. Ben, c'est pareil ici, ils sont toujours replacés et toujours avec de plus en plus de responsabilités, de plus en plus d'argent et voilà, ils survivent d'une crise à l'autre sans problème. Alors, toujours dans les questions purement financières, évidemment, il y en a beaucoup. Vous parlez des panneaux solaires, vous parlez des éoliennes, vous parlez des pompes à chaleur, vous parlez de l'arnaque sur le vélo, donc beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a un mouvement sur lequel je voudrais qu'on revienne, mais juste après, c'est le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Mais avant, cet aveu de Wall Street, tout de même, ça c'est quand même vraiment, parce que là, on ne peut pas nous qualifier de quoi que ce soit. Votre source, c'est Wall Street, qui a avoué lui-même que finalement, le net zéro, qui est l'objectif absolu, on va dire, des teneurs de l'obsession climatique, on va dire, eh bien, d'après Wall Street, ça va enrichir. D'après le journal New York Times, ça va plus enrichir Wall Street que les populations occidentales, cet objectif net zéro. Oui, absolument. Et il faut savoir que quand on va fournir à la population des raisons nobles pour agir d'une certaine manière, on va aussi leur donner une idéologie à laquelle ils pourront se rattacher. Il faut comprendre que les financiers derrière, eux, ils sont pas mus par l'idéologie, ils sont pas mus aussi par la noblesse des sentiments. Les gens qui brassent des milliards, les banques, les grands groupes de capitalisme de prédation, ceux-là, franchement, quand ils mettent en avant des idées nobles ou des idéaux, tout ça, c'est juste pour vous faire les poches. Il faut bien le réaliser. Et donc, même le journal là que j'avais cité, le Wall Street Journal, dit que ça va enrichir pas les très riches déjà. Hein. Ouais. Ça va enrichir Wall Street. Ça ne va pas enrichir l'homme de la rue. Ça va pas améliorer le niveau de vie de la famille, de la ménagère moyenne, du salarié moyen. Ceux-là, ils verront une dégradation. D'ailleurs, ils la voient déjà de leur niveau de vie, de leur pouvoir d'achat, de la qualité aussi de la vie, parce que tout simplement, comme je cite un exemple, on peut pas, par exemple, avoir un hôpital qui marche, ou avoir un commissariat qui marche, ou une école, et en même temps dépenser pour le climat. Il faut choisir. Hein. Et chaque personne, aujourd'hui en France ou ailleurs, qui exige de son État de faire plus pour le climat, il faut que cette personne sache que demain, elle va priver ses enfants de l'essentiel. Au Royaume-Uni, je suis en train de vérifier l'information, donc je vous la donne entre guillemets, il semblerait qu'on a même demandé aux médecins de moins prescrire les inhalateurs type salbutamol, ventoline pour les asthmatiques, parce que ça changerait le climat. Donc il faut y aller mollo dessus. C'est dingue. Donc ça signifie qu'on a des gens qui ont des yachts, qui ont des jets privés, qui transportent. Moi, j'ai mon canal Aldo Aviation, ok. Par ce canal Aldo Aviation, je suis en contact avec énormément de pilotes, dont beaucoup qui pilotent des jets privés. Et ce qu'ils me racontent, c'est juste incroyable. Des gens qui me disent, on a logué 25 heures de vol pour aller chercher une geisha au Japon, l'emmener chez quelqu'un et la ramener au Japon. Hein. Il y a des avions qui décollent, des jets privés qui décollent avec des cadeaux d'anniversaire, avec des tartes, avec des caisses de champagne. Voilà. Je veux dire, voilà, pendant ce temps-là, on vous dit, ah oui, mais l'inhalateur, là, moi j'ai un problème avec. Bah, c'est comme le paix des vaches. Hein. Ouais, enfin, je veux dire, à un moment donné. C'est comme le paix des vaches. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a un méga scandale lié au paix des vaches, justement. Le Bovaer, qui est un produit chimique qu'on a décidé, sans dire à la population, de mettre dans la nourriture des vaches. Et puis, il y a un produit en particulier, ce qu'on appelle le 3-NOP, qui est un produit qui, semble-t-il, d'après certaines études, se retrouve dans le lait. Et quand on regarde dans la documentation liée au NOP, il touche à la fertilité, il peut causer des problèmes de santé chez l'humain. Donc,
ça toujours, on va arriver vers dégradation de la santé, taxation extrême, spoliation, subvention détournée. C'est l'escrologie, en fait. Voilà. Et cette manne, elle passe par beaucoup de domaines et vous les chapitrez, vous. Il y a donc les éoliennes, le charbon, on a parlé rapidement, les panneaux solaires, les pompes à chaleur et même on va dire l'industrie du vélo ou de la voiture électrique. Et à chaque fois, vous montrez à quel point, dans toutes ces branches, on va dire, l'escrologie a pris la place d'une industrie, on va dire, saine. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, si je regarde les secteurs immobiliers, des voitures automobiles, vous allez constater que chaque jour, vous entendez de mauvaises nouvelles. Rien qu'hier hier soir seulement, le patron de Stellantis, le PDG de Stellantis, a démissionné parce que les ventes. Je crois qu'il a été démissionné, pour être plus exact. Oui, pour être plus exact, Clémence, oui, on l'a mis un petit peu en livret. Voilà. Le problème, c'est que le papier ou les actions des groupes automobiles européens sont en train de devenir du papier toxique. Toxique, pourquoi ? Parce que la toxicité vient d'une réglementation adverse, c'est un risque réglementaire. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui investissent dans les labos pharmaceutiques savent que, par exemple, si un labo pharmaceutique vend un médicament, et puis que ce médicament, soudainement, tombe sous les yeux du régulateur, il est interdit, on a aujourd'hui des actifs toxiques. Ça signifie que les actions du laboratoire ne valent plus rien. Bien sûr. Ça devient du penny stock. Ah oui. Donc aujourd'hui, les voitures, c'est pareil. Les voitures en Europe, on prend un pays comme l'Allemagne, mais la France aussi, et dans le même bateau, sont en train de détruire leur secteur automobile. Leur propre industrie, oui, par idéologie. Pour voir si ça change le climat ou pas. Alors moi, je peux apporter la réponse. La réponse est non, je peux le dire tout de suite. La réponse est non, ça ne changera rien. Sur quoi vous vous fiez pour dire que ça ne va rien changer ? Mais en fait, c'est tout simplement, on est en train de transférer, même si ça devait changer, ça ne changera pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de transférer la richesse, les flux d'investissement, le travail et aussi la consommation d'énergie depuis l'Europe vers la Chine, vers d'autres pays, vers l'Inde, vers les pays du BRICS. Donc, quand on ferme en Europe, c'est pas que l'humanité va cesser d'avoir des voitures. Genre, on ferme Volkswagen. Voilà, Volkswagen est acculé à la faillite, littéralement. Imaginons que Volkswagen ferme. C'est pas que soudainement les humains disent « Ah, il n'y a pas de Volkswagen, j'aurai pas de voiture. » Ben non, ils achèteront en chinois, tout simplement. Les constructeurs de voitures chinoises sont en train aujourd'hui de prendre le pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend ces histoires de tarifs. C'est quoi les histoires de tarifs ? C'est une manière de dire « Ils sont plus forts que nous, on va essayer de leur imposer des tarifs. » Savez-vous que, par exemple, l'Union européenne a demandé à la Chine des transferts de technologie ? Ils ont dit « Oui, il va falloir nous montrer comment vous fabriquez vos voitures, vous fabriquez vos produits. » L'Europe est tellement en retard qu'elle utilise la même terminologie que l'Afrique utilisait vis-à-vis de l'Europe il y a 30 ans. Oui, sachant qu'on continue de donner de l'argent pour subventionner le développement de la Chine. C'est quand même dans l'histoire complètement folle. Oui. On vit. En fait, quand j'ai commencé à chercher pour écrire le livre Escrologie, je suis tombé sur des choses, je me suis dit, mais c'est pas possible, je rêve, réveillez-moi, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est vrai. Quel autre élément, justement, vous avez trouvé totalement, aberrant ? Aberrant, c'est par exemple le constructeur automobile, Volkswagen, qui est obligé de payer une taxe à l'État chinois pour qu'il ait le droit de vendre ses voitures, non pas en Chine, ce qui aurait été logique, mais en Europe. Oui. Ça signifie un constructeur allemand qui veut vendre une voiture allemande en Allemagne est obligé d'aller payer une taxe à l'État chinois. Mais comment ça se fait ? Tout simplement par un mécanisme compliqué de pooling, de carbone et tout ça, qui fait que, puisque Volkswagen, de la part de la vision du régulateur européen, ce qui est le régulateur européen qui le force, ne fabrique pas ou ne vend pas assez de voitures électriques, il est obligé de payer un constructeur qui en fabrique. Donc, une sorte de dédommagement, une sorte de taxe libératoire. Donc, que fait Volkswagen ? Il va payer SAIC. SAIC, c'est un constructeur de voitures chinois appartenant à 100% à l'État chinois. Donc, on a l'Européen qui va frapper chez les Chinois et lui dire « S'il te plaît, pour vendre ma voiture en Europe, j'ai besoin de te payer. Voilà, tu veux l'argent ? Vas-y, tiens. » C'est de la folie. Oui. On est en train de marcher sur la tête. C'est l'Europe qui se tire une balle dans le pied par rapport à la Chine, mais on a aussi l'Europe qui s'entretue.
Par exemple, dans la fraude au vent, quand vous développez ça, donc la question éolienne, on sait très bien, on l'a développé nous avec Fabien Bouglet notamment, que l'Allemagne tire contre la France puisqu'elle veut jouer contre elle est passée déjà depuis longtemps à l'éolien et elle a toujours ses centrales à charbon. Elle veut jouer contre notre nucléaire qui marchait si bien jusqu'à maintenant. Donc on a en fait des rivalités déjà de l'Europe à l'extérieur et au sein même de l'Europe. Oui, absolument. Il y a des rivalités, il y a l'Europe n'est pas unie du tout, hein. C'est-à-dire que on se demande, c'est quoi le but de cette union? Parce qu'ils travaillent pas ensemble. Récemment, par exemple, sur un sujet qui n'a rien à voir avec le livre, si on regarde par rapport à la guerre en Ukraine, il y a eu une course à l'armement. Eh ben, énormément de Mmh. pays européens achètent leurs avions aujourd'hui aux États-Unis. Ils s'endettent auprès des Ouais. États-Unis et puis ils achètent aux États-Unis, alors que par exemple, ils pourraient acheter français. Non, ils vont pas acheter français. Alors j'ai l'impression, quand je regarde l'Union européenne, que le seul pays qui croit encore au Père Noël, le pays, je parle pas des citoyens, bien entendu. J'entends Macron, j'ai l'impression qu'il croit au Père Noël. Lui, c'est le président européen. Il Mmh. parle toujours nos partenaires européens, nous les Européens. Il réalise pas que l'Allemagne est en rivalité avec la France, que chaque Mmh. pays est en train de tirer vers lui le drap. Il n'y a pas une véritable union en Europe. Et effectivement, les Allemands étaient très contents d'avoir coulé les centrales, la Française, ouais. centrale française, voilà. Et la France a Fessenheim, fermé ouais. Fessenheim, elle a fermé une centrale qui marchait très bien, qui avait encore du potentiel et tout et tout. Elle l'a fermée pour des raisons purement idéologiques. Et donc à ce moment-là, résultat net, on va baisser l'apport énergétique, la disponibilité énergétique, alors que je rappelle, la France aurait pu être l'Arabie Saoudite de l'électrique. Mmh. Elle aurait pu avoir l'électricité gratuite ou quasiment gratuite, comme dans beaucoup de pays qui produisent du pétrole. Ils ont le gaz pratiquement gratuit, l'essence pratiquement gratuite. Je veux dire, chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. On comprend bien que la France n'a pas de pétrole. On est d'accord que tout ce qui est pétrole, gaz peut coûter cher. C'est normal, parce qu'on l'importe d'ailleurs. Mais au moins l'électricité, elle aurait pu être extrêmement disponible, ce qui aurait permis de soutenir les industries françaises par rapport à dans le jeu du mondialisme, hein, parce Bien sûr. que voilà. Mais on a l'impression toujours que l'Europe en général, la France en particulier, sont les grands perdantes de ce jeu du Du mondialisme. Parce que continent déjà perdant. oui, d'un C'est continent déjà un beau perdant. podium, hein. Voilà, Ouais, ouais. voilà un beau podium. Alors, parlez-nous quand même du scandale des panneaux solaires, parce que alors celui, on le disait, des éoliennes, on le connaît un peu, nous, on l'a suivi pas mal avec Fabien Bouglet. Qu'est-ce que vous avez à reprocher aux panneaux solaires? Alors, le panneau solaire, c'est que nous sommes en Europe. Moi, en particulier, j'habite au Royaume-Uni. On est dans des pays relativement froids, même très froids, et Mm. puis couverts, pluvieux. Il pleut Ici, au Royaume-Uni? un petit peu. Là, Oui. aujourd'hui, par hasard, on a un bout de ciel bleu, mais ça va pas durer. Donc, nous ne sommes pas dans des pays qui peuvent se permettre de vivre avec le panneau solaire. Ça n'a strictement aucun sens. Et le panneau solaire vient de la Chine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a investi des milliards pour importer des panneaux solaires depuis la Chine. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que toujours l'escrologie ramène toujours à la Chine. Mm. Les batteries de voitures, le plus grand fabricant de batteries de voitures, C'est la Chine, bien sûr. les Chinois. Les éoliennes, elles viennent de Chine. Les panneaux solaires, ils viennent de Chine. Mm. Quand on détruit nos industries automobiles en Europe, qui va en profiter? C'est les constructeurs Oui. chinois. À Donc, croire qu'on travaillerait pour la Chine. On peut se poser des questions. oui, c'est à se poser des questions, Mm. vraiment. C'est vraiment se poser des questions. Autant on peut comprendre les Américains qui disent oui, mais c'est pas possible, la Chine, c'est en train de nous truander, tout ça, si on regarde un peu Mm. Trump. Mais en Europe, on n'a pas cette sensibilité. On est en train de nous sacrifier pour la Chine. Donc, pour les panneaux solaires, on est au Royaume-Uni, et en France, c'est exactement pareil. On a endetté des gens pour qu'ils achètent des panneaux solaires. Donc, on vient frapper chez eux à la maison, les démarches, on leur dit, voilà, le panneau solaire est gratuit. Absolument gratuit, Mm. zéro. Et Mm. on est soutenu par l'État. Une fois que les gens signent les papiers, on leur dit, ouais, bon, il y a un prêt. Le panneau solaire n'est pas gratuit. Par exemple, il coûte 50 000 euros. Mm. Mais on a une banque partenaire qui va le financer. Mais vous payez rien parce que le panneau solaire, il va générer suffisamment d'électricité pour vous rembourser C'est le prêt. autonome, oui. Voilà, donc vous êtes autonome et en plus, vous avez le droit de vendre l'électricité Oui, l'excédent. à excédentaire et donc quelque part, le panneau est gratuit. Et puis voilà, donc les gens, ils achètent ces panneaux et après, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que, on est en Europe encore une fois, je peux comprendre en Méditerranée ou dans des endroits très En ensoleillés. Italie, oui.
En Italie, ça peut faire du sens, mais quand on arrive en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, c'est de l'arnaque totale. Ça marchera jamais, ces trucs. Et donc, les gens finissent par des panneaux solaires qui ne marchent pas. Il faut qu'ils payent des crédits ruineux, coûteux. Des banques ont été condamnées en justice, d'ailleurs. Je cite dans le livre des banques qui ont été condamnées en justice. Parce qu'elles ont travaillé avec des escrocs. Parce que souvent, les propriétaires, c'est des personnes vulnérables, donc des retraités, par exemple, auxquels on fait signer beaucoup, beaucoup de papiers, Hmm. dont des demandes de prêt dissimulées. Ça signifie, c'est pas écrit, attention, vous êtes en train de signer une demande de prêt. Non, juste remplissez nom, prénom, adresse, vous signez ici. Et ça va chez la banque qui approuve. Parce que le prêt est adossé sur la maison. Après, la maison est invendable parce que personne n'achète une maison sur qui Il y a une garantit un hypothèque. prêt. Hmm. Alors, il y a une hypothèque, donc il faut payer l'hypothèque d'abord. Et on a mis des gens dans une situation catastrophique. Des personnes qui vivent avec des petites retraites de quelques centaines d'euros se retrouvent à partager leur retraite avec une banque. Et ces entreprises qui vendent les panneaux solaires, dans leur business model, il y a la faillite. Ça signifie ce qu'elles font. Alors on trouve toujours les mêmes bandes. Et qu'est-ce qu'elles font? C'est que très régulièrement, elles mettent la boîte en faillite. Elles vendent X milliers de panneaux solaires. Et puis après, bon, on ferme la boîte et on crée une autre. Hmm. Et on crée une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, les clients n'ont plus personne contre qui se retourner, c'est fini. Intéressant. C'est intéressant en fait quand on regarde, disons, le paysage un peu avec un peu de recul. On comprend qu'on a donc des pays qui ne servent pas leurs intérêts. Ça, on l'a compris. La France au sein de l'Europe, l'Europe au sein même du monde et vis-à-vis de la Chine et des Américains en premier. C'est déjà économiquement, on est complètement les dindons de la farce. Et puis, vous l'avez dit en introduction, on a cette question presque humanitaire qui est en jeu. Et vous revenez dessus dans un chapitre, ce mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, qui en fait, comme vous l'avez dit, qui est gravissime, qui est plus grave que tout. C'est-à-dire que là, on touche à l'humanité et est-ce que nous voulons être ou pas être, qui dépasse les questions des dollars et des yuan, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement de quoi il s'agit? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a institutionnalisé des cultes apocalyptiques, des sectes. Ces sectes ont toujours existé. Il y a toujours eu, même dans les années 60, 70, il y a toujours eu ce gars avec un carton à un carrefour, invectivant les automobilistes, leur disant la fin du monde est là, on va tous mourir, c'est terminé. Voilà. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est devenu institutionnalisé. Et il y a des mouvements qui aujourd'hui sont très clairs. Il faut que l'humanité s'éteigne. Il faut que j'en ai rencontré personnellement en Allemagne, par exemple. J'ai l'impression que l'Allemagne est un terrain assez fertile pour ce genre d'idéologie ou d'excès idéologique Mmh. qui veulent qu'on aille vers l'extinction de l'humanité. Ça Donc, signifie, dont voilà, ce mouvement dont vous parlez, le VHME, HEMT. ouais, voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement Voilà. ce que c'est? Oui. C'est réellement vouloir détruire l'humanité et la pousser jusqu'à son extinction, dépopuler la Terre jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus âme qui vive. Que la Terre, il n'y a que des plantes dessus et des animaux. Au nom de il y a pas l'écologie. un seul. Au nom de l'écologie, bien sûr, au nom de l'écologie. Pour que la Terre revienne et devienne une sorte de Terre, une planète préservée et tout ça. Pourtant, la dernière fois que j'ai vérifié, pratiquement, il y a des milliards et des milliards de planètes 100% préservées. Il y a rien. Je veux dire, il y a que cette Terre où nous vivons, il y a ce caillou où nous vivons qui est un peu moins préservé. Mais c'est des mouvements extrêmement radicaux qui ne se cachent pas leur intention de dépopuler la planète jusqu'au dernier. Et ça, vous l'avez trouvé, vous l'avez trouvé où ce mouvement? Est-ce qu'il y en a beaucoup et comment il se fait entendre aujourd'hui? C'est des mouvements qui s'organisent, il y a des associations, il y a des groupes, mais au-delà de ça, c'est une sensibilité qu'on va retrouver. C'est une sensibilité. Quand quelqu'un commence à vous dire, ouais, mais le problème, c'est que la respiration humaine, c'est à cause du carbone, ça change le climat, la nourriture, on peut pas Les créer de la nourriture, les agriculteurs, fermes, il faut les agriculteurs, les vaches. C'est comme si quelqu'un est en train de vous dire, vous êtes de trop sur cette planète. Vous savez quoi? Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, les tenants ou les radicaux du climat, quand ils vont dans un musée, ils balancent de la tomate ou des produits chimiques sur une œuvre, sur une toile. Elle leur a fait quoi, la toile? Pourquoi ils vont détruire cette toile? Mais en fait, cette toile, c'est l'expression de l'humain, c'est l'expression du génie humain, de l'art humain. C'est une manifestation. C'est pas un humanisme, l'écologisme, vous savez. Donc, toute expression, toute forme
toute chose qui permet l'existence de l'humain, qui permet de le chauffer, qui permet de le nourrir, qui lui permet d'avoir un toit sur la tête, qui lui permet de travailler, de subsister, de nourrir ses enfants, de se reproduire, tout ça est dans le collimateur. Oui. C'est une... Voilà. C'est une idéologie, c'est une forme de religion contre l'homme, justement, c'est quand même assez intéressant. Et vous rappelez tout de même qu'en plus, que tout ça n'est fondé sur aucune réalité scientifique. Et on va finir là-dessus. Vous parlez de la variation de l'activité scolaire, solaire et pas scolaire. On va voir ici des tableaux que vous reproduisez dans votre livre. En fait, vous expliquez qu'à chaque fois, quand on traite le sujet, on ne le traite pas de manière sérieuse, c'est-à-dire on ne reprend pas les cycles. On ne compare pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, en fait, il y a des cycles solaires qui sont mesurés depuis extrêmement longtemps. Et ces cycles solaires, parce que l'énergie que nous avons, nous vient d'où? Elle nous vient du soleil. Donc, et le soleil, c'est une sorte de bougie instable. C'est pas cette bougie stable, cette flamme qui émet une énergie constante tout le temps. Non, c'est une sorte de boule avec des flammes, des fois qui se calment, des fois qui vacillent. Voilà, qui vacille tout le temps. Et donc, cette vacillation qui s'étale, il y a plusieurs cycles en réalité qui sont imbriqués l'un dans l'autre, comme pratiquement tout dans la nature, c'est un système de cycles, eh bien, on va avoir des périodes de beaucoup d'énergie qui arrivent sur Terre, et là, on a une augmentation de la température, et puis après, ça se calme, et là, on a des périodes littéralement de glaciation. On a connu des périodes de glaciation sur Terre, de très nombreuses. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on a eu une période glaciaire qui a causé beaucoup de morts parce qu'il y a eu 2 ans de pluie sans arrêt, de froid, les récoltes pourrissaient, et ça a donné lieu à des famines épouvantables, à des scènes de cannibalisme et tout ça, parce que justement, ce n'était pas lié à une industrie, il n'y avait même pas d'industrie à l'époque. Donc si on regarde dans le passé, juste le passé récent, je ne demande même pas d'aller à 1 million d'années, juste dans les derniers siècles, on réalise qu'il y a eu des variations énormes de température dans un sens comme dans l'autre. De sorte que c'est assez injuste de la part de gens qui disent « Ah oui, mais moi je me rappelle quand j'étais enfant c'était différent. » Mais bien sûr, quand tu étais enfant c'était différent. Et quand tu seras vieux, ce sera différent encore. Parce qu'il y a des cycles. Et ces cycles-là, on les utilise pour faire peur aux gens. Donc, on va effrayer les gens sur la base d'un cycle. C'est comme, par exemple, l'histoire de l'ozone. On les a effrayés sur la base, finalement, d'un cycle. L'ozone, il se générait par les UV qui tapent sur la couche, sur l'atmosphère. Sauf que quand on regarde dans la partie nord de la Terre, il y a un hiver polaire qui est très long. Donc, pendant des mois, il n'y a pas d'UV qui arrive sur l'atmosphère. Donc, il y a moins d'ozone qui se forme. Et donc, l'ozone qui est là va commencer à se dégrader. Donc, quand on mesure en fin de saison, quand on mesure en fin d'hiver polaire la quantité d'ozone en atmosphère, on réalise qu'il est plus faible. Mais après, il va augmenter. Pour un mécanisme qu'on n'avait pas encore compris à l'époque, on est tout de suite parti, parce que c'est Dupont qui avait lancé ça. D'ailleurs, quand je dis Dupont, il y a des études revues par des pairs des études scientifiques qui disent que Dupont a capitalisé sur ça, et c'est lui qui a poussé l'interdiction d'un certain nombre de produits qu'il a accusé de détruire l'ozone pour pouvoir vendre des produits de substitution dont il possédait la licence. Oui. Je veux dire, c'est toujours le même mécanisme. Et on a des scientifiques qui, lorsqu'ils observent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui s'inscrit par exemple dans un cycle, qui comprennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent tout de suite les journalistes, ils les prennent à témoin, comme quoi, voilà, j'ai la preuve qu'il y a quelque chose de grave, les autorités prennent pas ça au sérieux, on va tous mourir, et ils accusent tout de suite l'activité humaine, et ils demandent des taxations, ils demandent des restrictions, des subventions et tout ça. Et c'est devenu un marqueur, malheureusement, de notre époque. Oui, on a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, Aldo Serron, de décrire ce phénomène. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec vous. En tout cas, vous avez le droit à la parole. Et c'est ce qu'on fait ici. Sur Tocsin, Aldo Serron, écologie. Comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale? Puisque, d'ailleurs, c'est pas très optimiste malgré tout, même si votre objectif est de redonner l'espoir. La fin de votre livre, c'est quand même ces pays jadis puissants. Il suffira d'un jour sans vent pour qu'ils soient vaincus. Donc on voit qu'en effet, si on continue comme ça, si on ne se réveille pas, mais bon, je crois qu'on ne fait pas déjà partie du camp des vaincus aujourd'hui. En revanche, on peut se réveiller, ça c'est sûr, et c'est l'objectif de ce livre. Merci encore, Aldo Serron, et à très bientôt pour peut-être un autre commentaire d'un article terrible du Parisien ou autre contre vous, n'est-ce pas, Aldo Serron? À bientôt en tout cas. Merci, à bientôt.
Et merci à vous tous, chers amis, car encore une fois, vous l'avez compris, nous avons été le premier direct, la première chaîne YouTube sur toutes les chaînes YouTube de France, la première ici pour la matinale. Eh bien, merci infiniment. C'est grâce à vous qu'on bat ce record tous les jours. Ça fait quand même 3 semaines maintenant qu'on bat ces records. Merci infiniment pour vous, le direct français le plus regardé sur YouTube, tout simplement. Vous pouvez l'annoncer à vos amis pour qu'on soit toujours plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux d'ailleurs. Il faut aussi s'abonner. De nombreux sont vous êtes pas, oui, je vais y arriver, je vais faire une phrase correcte. Vous êtes nombreux, en tout cas, à ne pas être abonnés encore aujourd'hui à notre chaîne YouTube. Vous nous écoutez, mais vous n'êtes pas abonnés. Alors, il faut bien s'abonner, c'est important. Puis, il faut aussi prendre et cliquer sur la petite cloche qui nous permet, eh bien, nous, de lutter contre les algorithmes qui nous cachent et vous, d'avoir les notifications. Donc, c'est très important. Pareil, vous le savez, nous ne vivons que grâce à votre soutien. Ceux qui pensaient nous soutenir et le reporter plus tard, il faut le faire maintenant pour qu'on soit toujours plus important, plus nombreux et surtout avec un don régulier si vous pouvez le faire. Et ça, c'est toxin-media.fr/soutien. Votre soutien, c'est notre existence en fait qui est assurée jusqu'à la fin de l'année. Merci infiniment. Pour ceux qui peuvent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire, eh bien, déjà, soyez nombreux, appelez vos amis. Une mission, tout de suite, appelez 3 personnes. Il faut qu'on soit 300 000 abonnés d'ici Noël, d'ici la fin de l'année, d'ici les vacances de Noël. Ce sera un très très beau cadeau de Noël. Et pour atteindre ces 300 000 abonnés, mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Donc vous du matin qui nous écoutez tous les jours, appelez 3 amis tous les jours. Et c'est très très vite fait, on va y arriver. Après, je verrai très de vous embêter, promis. Bon, alors quelques éléments aussi. D'abord, merci beaucoup à ceux qui nous écrivent et qui nous envoient de jolis livres, de jolis cadeaux. Voilà, par exemple, Isabelle de Cézieux qui nous a envoyé sa bande dessinée. Merci beaucoup à elle de nous avoir envoyé cette très très belle bande dessinée avec des dessins qu'elle a fait elle-même. Je vous les montre un peu. Voilà, donc merci beaucoup à Isabelle de Cézieux. Ça peut être un joli cadeau de Noël d'ailleurs. Sinon, savoir aussi que nous continuons de monter en puissance, que le bilan du mois dernier a été très très important, du mois de novembre. Nous avons cumulé les 6 600 000 vues sur le mois de YouTube. Ça fait 1,5 million de personnes uniques qui ont regardé nos vidéos uniques. C'est absolument colossal, il faut le savoir. Dans le milieu des médias, nous avons gagné 29 000 abonnés en un mois. Donc vraiment, quand je vous dis les 300 000 pour la fin de saison, pour la fin de saison, je parle de Noël, jour de l'an, pas de la fin de saison scolaire. Donc là, vraiment, je compte sur vous, il faut s'y mettre, mais c'est vraiment atteignable si tout le monde s'y met. Donc surtout, n'hésitez pas. 3 personnes à appeler et puis demain, toujours plus haut, toujours plus fort, avec notamment Jacques Sapir pour son livre La fin de l'ordre occidental. Et on aura aussi un corps à corps avec Aude Lancelin et Édouard Husson pour revenir évidemment sur la riche actualité politique qu'on suit de très près, vous le savez. Et puis on sera évidemment sur tous les autres réseaux, YouTube, mais on a aussi le podcast, on a aussi Instagram, TikTok, Twitter évidemment, et puis notre site toxin-media.fr. À demain, 7h30.